Bonsoir, bonsoir, connectez-vous. C'est comparaison sur comparaison. Donc, je vais tout détailler ce soir. On commence dans 1 minute. Je vais tout comparer ce soir, donc mettez-vous en ligne, ça va se sentir. Voilà, donc ceux qui n'ont rien à dire, ils doivent pas fermer leur bec. Parce que je veux un débat contradictoire et non les injures. Merci. Connectez-vous parce que je vais tout détailler. Connectez-vous, on va détailler tout. Connectez-vous et partagez la vidéo dès maintenant parce que cela va se sentir. C'est l'incontournable bien compris. Je compare point par point. Et on va voir qui a fait mieux que son ami. Mais je dis toujours, je ne suis pas d'accord sur un point. Sur le plan sécuritaire, non. Sur le plan de la justice, je ne suis pas d'accord avec Ouattara. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais les autres côtés, l'émergence, oui, je suis d'accord avec lui. Donc, connectez-vous. Ok, je pense que la chanson est terminée, donc nous allons commencer. Voilà, donc apprêtez-vous, prêtez les oreilles, demandez ne gagne pas. Nous allons comparer point par point pour voir qui avait réellement fait que son ami. Voilà, quand Gbagbo est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a trouvé et qu'est-ce qui est resté toujours intact sans qu'il y ait une évolution. Voilà, et qui est venu, qui a changé, et puis il y a eu une petite évolution. Donc, c'est ce que nous allons poursuivre. Alors, je tiens à vous dire de vous apprêter. Voilà, tendez aussi vos oreilles. Demandez ne gagne pas. Voilà, je suis l'incontournable Guerre complet. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. C'est l'incontournable Guerre complet. Tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser aux politiciens ivoiriens. Alors, aujourd'hui, nous allons encore faire la suite de ce que j'avais dit hier, l'acte 2, entre Ouattara et Laurent Gbagbo. C'est-à-dire la comparaison de nos deux dirigeants. Nous connaissons un dirigeant qui est là en ce moment et nous avions connu un dirigeant qui n'est plus là, malheureusement, qui est en prison, que nous déplorons. On veut aussi sa libération. Mais aujourd'hui n'est pas un débat de libération de Laurent Gbagbo, c'est un débat de comparaison entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Qui a fait quoi que son ami? Qui a fait plus que son ami? Alors, c'est pour cela que nous sommes devant la caméra pour démontrer A plus B, voilà, que celui-ci a fait mieux que l'autre. Alors, je ne suis pas là pour dire des bêtises. D'abord, pour commencer, parce que j'aimerais éclairer les idées des uns et des autres. La Côte d'Ivoire est en guerre, la Côte d'Ivoire est en guerre. Gbagbo pouvait gouverner comment? Gbagbo pouvait gouverner comment? Oui. Désolé, la Côte d'Ivoire était en guerre, Gbagbo pouvait gouverner comment? Mais nous étions tous en Côte d'Ivoire et nous avons vécu les faits.
On savait comment la Côte d'Ivoire était et comment les gens circulaient. Mes frères, pendant que les gens y criaient de part et d'autre que oui, la guerre faisait rage sur le territoire ivoirien. Écoutez-moi bien, moi, j'ai compris, j'ai quitté Abidjan pour aller à Yamoussoukro pour faire mes business parce que étant à Abidjan, je faisais à peu près tout. J'étais élève, je travaillais dans une imprimerie et je faisais le business des machines qui fabriquent l'eau en sachet et l'eau en bouteille. Donc c'est moi, je prenais les machines. Une machine pouvait coûter au moins 2 500 000. Je prenais ça pour aller livrer ça aux Libanais. À Yamoussoukro, il me donnait l'argent pour revenir ici à Abidjan. Donc si tout n'allait pas bien, mais j'ai compris ne pouvait pas prendre des machines, mettre ça dans des trucs 4x4, envoyer ça sur le territoire de Yamoussoukro, prendre l'argent au moins 2 500 000 sur moi et revenir sur la ville d'Abidjan, s'il vous plaît. J'allais me faire agresser par un tocard, un bandit, voilà. Mais cela n'était pas le cas. La guerre a eu vraiment lieu, il y a eu la bataille dans notre pays dans les années 2010, 2011, voilà. Donc c'est ce qui nous a poussé les uns et les autres à quitter le pays parce que nous savons ce qui s'est passé là-bas. Ok, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais j'aimerais souligner un truc très important. En 2002, nous avons connu l'attaque des rebelles sur la ville d'Abidjan et le reste des autres villes, les restes des trucs des différents coins de la Côte d'Ivoire. Mais cela n'a pas perduré. Vous comprenez? Ça a pris au moins 1 à 2 mois comme ça, ils ont réglé cette situation. Et la bataille qui se passait, c'était au centre de la Côte d'Ivoire, au nord et un peu au nord, l'est, au nord-ouest. Voilà, c'est là-bas il y avait des conflits et tout ça. Mais sinon, ceux qui vivaient sud-ouest, l'est, ouest, je pense qu'eux-mêmes, ils étaient en paix, ils étaient en sécurité. À l'est même, il y avait des gens qui étaient en sécurité. Au sud même, on n'en parle pas. La situation était maîtrisée. Voilà pas le régime Laurent Gbagbo et ses éléments. Laurent Gbagbo, la preuve en est qu'il partait à Gagnoa paisiblement pour aller passer ses vacances. La preuve en est qu'il partait à la rue Princesse pour danser Gbegbe. Cela voulait dire que, voilà, exactement, il y avait la paix dans la ville d'Abidjan. Parce que s'il n'y a pas de paix, aucun président dans son pays où il y a une confrontation directe, une guerre qui fait rage, ne peut pas se permettre d'aller dans une rue où il y a du monde pour aller danser Gbegbe, aller boire la bière, danser avec les filles qui sont, voilà, à la rue Princesse, danser Zougroubiti. Je ne pense pas. C'est parce que tout allait bien qu'ils dansaient le Zougroubiti. Tout allait bien qu'il y avait des parlements et agora. Sinon, si tout n'allait pas bien, l'endroit où le président Laurent Gbagbo contrôlait, je pense que ceux qui étaient dans les Sorbonne, ils allaient se faire attaquer, assassiner par des gens armés. Mais c'est parce que la situation était sous contrôle. Raison pour laquelle ils avaient le culot et le monde venait les assister, s'il vous plaît. Même à Divo, il y avait des gens qui avaient des micros, qui parlaient. Et nous, les élèves, ils venaient nous dépouiller. C'est-à-dire, on leur donnait même de l'argent. Ils mettaient, oui, lançaient les PSS, on leur lançait des PSS pour dire, ils vont nous annoncer la nouvelle du pays. Donc, si là-bas n'était pas contrôlé, mais ceux-mêmes qui tenaient les micros pour parler contre Alassane Ouattara, contre la France, mais ils allaient se voir massacrer immédiatement, s'il vous plaît. C'est parce que la situation était maîtrisée de leur côté. Donc, où qui était maîtrisé, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Voilà la question. Il ne s'agit pas de dire, non, on était en guerre. Laissons l'histoire de guerre de côté. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Et même si on était en guerre, qui a mal géré le pays pour que la guerre arrive sur notre territoire? Qui était censé de nous protéger? Qui était censé de défendre la Côte d'Ivoire? Et qui a mal défendu la Côte d'Ivoire? Qui était le chef suprême de l'armée? Qui les Ivoiriens avaient donné le pouvoir? La richesse? Mais je pense que c'était bel et bien Laurent Gbagbo. Alors, si on n'a pas eu la sécurité, on a eu l'insécurité, les morts, ceci par là, mais on doit reconnaître un jour, on doit être à mesure de reconnaître nos failles. Et on doit être à mesure de reconnaître aussi qu'on n'a pas été à la hauteur. Alors, je vais citer les différentes comparaisons. Quand Laurent Gbagbo est venu, alors quand Gbagbo arrivait
il y avait deux ponts à Abidjan, et je les cite, le pont de Gaulle et le pont Félix Houphouët-Boigny. Quand il partait, il y en avait toujours deux. Il n'y a pas eu trois ponts à Abidjan, s'il vous plaît. Quand il est venu au pouvoir, il y avait deux ponts, de Gaulle et Houphouët-Boigny. Quand il partait, il a laissé toujours les deux ponts intacts. Alors, aujourd'hui, quand Ouattara est venu, il y a combien de ponts à Abidjan? Il y a trois ponts. Maintenant, le quatrième pont, voilà, est en cours. C'est-à-dire, le quatrième pont va naître bientôt. Donc, Laurent Gbagbo, il était au pouvoir, il y avait deux ponts. Il est parti, il y est toujours. C'est-à-dire, c'est les rebelles qui l'ont empêché de faire encore le pont. Hein. Pont d'Abidjan, là, il veut dire, c'est rebelle qui lui a dit de ne pas construire pont à Abidjan. Parce que le nord et le centre sont occupés, donc Abidjan est bloqué. Faut pas, ils vont faire pont. C'est rébellion encore qui a fait qu'ils n'ont pas fait pont. Or, pourtant, Laurent Gbagbo nous disait qu'il y avait assez d'argent, même en embargo qu'ils ont mis sur lui, ça n'avait aucun effet parce qu'il y avait l'argent. Il nous avait même demandé de regarder la monnaie qu'on utilisait, c'était daté de combien de trucs, quelle année. Et que, voilà, les autres années, la monnaie était toujours là. Et qu'il y avait assez d'argent. C'est des gens, ils gueulent. Mais en réalité, il n'y a rien. Donc, je continue. Quand Gbagbo arrivait, il y avait trois chus à Abidjan. Quand il partait, il y en avait toujours trois. Les chus, sous le gouvernement de Gbagbo, n'ont pas augmenté. Il y en avait un à Yopougon, chus de Yopougon, chus de Trècheville, et là-bas, truc à Cocody. Il y avait toujours les trois chus. Quand il est parti, il y avait toujours les trois chus. C'est-à-dire, il n'a même pas augmenté. Alors, aujourd'hui, il y a 4 chus. En Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan, il y a 4 chus. C'est-à-dire 6 ans de règne, 1 chu. 10 ans de règne, 0 chu. 10 ans de règne, 0 pont. 6 ans de règne, 1 pont de... Combien de ponts même il y a déjà eu au moins un pont à Abidjan, un pont à Jacquesville. Vous comprenez? Et maintenant, il y a un pont dans la région de l'Agnébi. 6 ans de règne, 3 ponts. 10 ans de règne, 0 pont. Vous trouvez cela normal? Et je poursuis, s'il vous plaît. Quand Gbagbo arrivait, il y avait 3 universités. 2 heures. En Côte d'Ivoire, quand il partait, il y en avait toujours 3 universités, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y en a 7. 7 universités, mais est-ce que vous comprenez? Quand il régnait sur le terrain, il y avait 3 universités. Il a 10 ans de règne, 0 université. Aucune université n'est sortie du sol. 10 ans de règne, 0 université. Éducation est morte. C'est-à-dire qu'il a régné pendant 10 ans et demi. Aucune éducation envers la jeunesse ivoirienne. Ouattara. 6 ans de règne, les universités poussent. Vous trouvez cela normal? Quand Gbagbo arrivait en Côte d'Ivoire et qu'il était au pouvoir, il y avait 6 barrages, s'il vous plaît. Kossou, Tabo, Ayamé 2. Je ne sais pas si c'est bio, et j'en passe. Il est parti, il restait toujours 6 barrages, c'est-à-dire il a régné pendant 10 ans et demi. Les 6 barrages sont restés intacts, il n'a même pas augmenté d'un seul Toyota. Iota plutôt, il n'a pas augmenté d'un seul iota. Mais aujourd'hui, il y a combien de barrages, s'il vous plaît? Aujourd'hui, il y a combien de barrages? Aujourd'hui, il y en a 7. 6 ans de règne, un barrage de plus. Je compare pour que les uns et les autres puissent me dire complètement. Ils vont encore dire c'est à cause de la crise. Parce que le pays était en guerre. Vous allez toujours accuser guerre. Vous allez toujours accuser guerre. Même Bachar al-Assad qui subit toutes les atrocités du monde entier, là où il contrôle, il développe l'endroit là où il contrôle. C'est-à-dire il construit là-bas. Là où Bachar al-Assad contrôle, il développe, il tient là, il contrôle la situation. Dans l'endroit où il est, les gens sont bien éduqués. Les gens, il crée les écoles dans l'endroit. Pendant ce temps, ces éléments sont en conflit. Ils sont sur le terrain. Ils sont au front.
Mais cela ne l'empêche pas de développer là où il contrôle. Il y a toutes les pressions. Il y a les sanctions sur lui. Mais il ne tient pas compte de ça, il s'en fout. C'est pas pour dire, il ne dit pas à son peuple comme mon pays est attaqué, non, à cause de ça il y a la faim. Mon pays est attaqué, à cause de ça vous ne pouvez plus aller à l'école. Mon pays est attaqué, à cause de ça je ne peux plus rien construire. Il construit là où il contrôle. C'est ça on dit un dirigeant. Qu'est-ce que la France ne fait pas, Bachar? 1, 2, 3, ils sont à Genève en train de négocier l'avenir de la Syrie. On lui impose certaines choses, les rebelles sortent d'ici. Voilà, ils imposent, mais c'était... Bachar, il ne cède pas. Et là où il contrôle, il développe l'endroit. C'est ça, on dit un dirigeant. Un dirigeant, les couilles. Ce n'est pas le FPI qui a foutu la merde pendant 10 ans et demi. Et je continue, s'il vous plaît. Je continue. Quand Gbagbo arrivait, c'était un bac qui servait, qui desservait Jacquesville. Quand il partait, il y avait toujours un bac. C'est-à-dire pour quitter de l'autre côté, aller à Jacquesville, il faut monter dans un bac. Même il faut être avec ta caisse, tu fais monter ta caisse dans chaque bac. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de bac, on parle de pont. 6 ans de règne, un pont. Même si Gbagbo a débuté. 10 ans de règne, c'est là maintenant il commence à débuter un pont. Ça n'a rien avancé. 6 ans de règne, un pont. Aujourd'hui, les habitants de Jacquesville, grâce à ces 6 ans de règne de Ouattara, ils peuvent maintenant connaître c'est quoi qui est un pont. Rouler sur un pont pour aller dans leur ville, appelée Jacquesville. Dites-moi que moi complet, je mens. Dites-moi que moi complet, je mens. Et puis écoutez, qui a dit toi-même tu es où? Gbagbo a sauvé l'école. Donc tous ceux qui ne sont pas pour Gbagbo ne sont pas ivoiriens. C'est dommage pour vous. Toi-même on ne sait même pas où tu es. Tu ne sais rien. Guégué, Hachi Hacha. Il ne s'agit pas de dire je ne sais rien. Il s'agit de me contredire. Et que ce que je dis est faux. Il ne s'agit pas de dire non, tu ne sais rien. Non, je ne sais rien comment. Contredisez-moi que j'ai compris. Ce que tu dis n'est pas avéré. Et que tu ne dis pas la vérité. Maintenant, complet va essayer de dire, ok, je ne dis pas la vérité, apportez-moi les contradictions. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Et tout ce que j'ai cité, dites-moi le contraire, s'il vous plaît. Quand Gbagbo venait, Bassam à Abidjan, il n'y avait pas d'autoroute. Quand il quittait toujours, il n'y avait pas toujours d'autoroute. 6 ans de règne pour les habitants de Bassam et les habitants d'Abidjan pour effectuer un aller-retour dans la ville de Bassam ou dans la ville d'Abidjan. On peut maintenant connaître l'odeur de l'autoroute. On peut savoir que oui, aujourd'hui là, Bassam et Abidjan sont reliés grâce à une autoroute. 10 ans et demi de règne, 0 autoroute. Sur l'axe Bassam-Abidjan. Dites-moi que complètement, et je vous dirai le contraire, que c'est vous qui mentez au contraire. Dites-moi que c'est moi complet qui ment. Dites-moi que je mens. Et je vais vous dire que peut-être vous vous trompez. Qui a ton temps pour t'envoyer des preuves? Pepe Béni Arnold. Il demande qui a mon temps pour m'envoyer des preuves. Mais je dis, mais comparé à ce que je mens, tout ce que je dis, est-ce que ce sont des mensonges? Si je mens, dites-moi le contraire. Que complet, tu ne sais rien de ce que tu dis. Gbagbo, quand il était là, il a fait voilà, une autoroute sur l'axe bassamoise et abidjanaise. Et je vais vous dire, ok, peut-être je ne savais pas, ou bien peut-être, voilà, je suis un nouveau-né, je viens à peine de naître, donc je ne connais pas la réalité. Mais je pense que vous-même, vous êtes conscient. Vous-même, vous êtes conscient. Vous savez que Laurent Gbagbo n'a rien fait.
Les 2 projets qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Le Parlement des députés à Yamoussoukro. Et cette histoire. Les 2 projets, hein, le Parlement le Parlement à Yamoussoukro. Et cette histoire de quoi là même là? Il a créé quoi encore même? Tellement il n'a rien créé, même on oublie ce qu'il a créé. Ah, ça fait pitié quand même. Il a créé quoi encore? Il a créé quoi? Il a créé quoi? Quand Gbagbo arrivait, le pont de Boisflé était malade. Quand il partait, ce pont était toujours dans le coma. Aujourd'hui, il y a un nouveau pont. Excusez-moi, mais je vais protéger d'abord mon Wi-Fi. Je vais activer mon protecteur avant de commencer. Voilà, je vais protéger mon Wi-Fi d'abord. Avant de commencer, quel est le but de ce débat? Le but de ce débat, c'est la comparaison. Le but de ce débat, c'est la comparaison entre l'ex-président ivoirien et le président actuel. Qui a fait mieux que son ami? Je ne suis pas là pour bluffer mes frères. Je dis des choses sensées, n'est-ce pas? Et je compare, je dis des noms. Alors, dites-moi le contraire pour dire, ah, guerre complet, tu es un gros menteur. Guerre complet, non, ce que tu dis, ce n'est pas avéré. Et nous allons poursuivre. Et vous allez me démentir, afin que je puisse me ressaisir. Mais tant qu'il n'y aura personne pour me montrer le contraire, prouver le contraire, alors guerre complet se dira que c'est la vérité. Et je continuerai dans ça. Voilà, je vais vous démontrer parce qu'il n'y a personne pour me dire le contraire. Gbagbo le dindin de loin. Donc, aujourd'hui, merde. Excusez-moi. Excusez-moi, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Les pro-Gbagbo, quittez dans votre rêve. Hein, parce que si vous pensez que non, Gbagbo, il y a tant qu'ils ne sont pas. Depuis 7 ans, qu'est-ce qui a évolué déjà? Rien. Rien n'évolue. Et vous êtes là, dans vos bêtises. Vraiment, je remercie Steve Biko plutôt. Parce que ce brave jeune, il vient à peine de prendre conscience. Ce qu'on disait pendant longtemps, et puis les uns et les autres refusaient de comprendre et d'entendre. Je pense que d'autres commencent à comprendre. La réalité, on parle des faits, et on parle de ce qu'on voit. Il ne faut pas, toujours les Africains, ils sont dans des rêves. Non, Jésus est puissant, il va faire un miracle. Mes frères, on parle du terrain, on ne te parle pas d'une fiction. On te parle de la réalité, on te parle des faits. Ce que tu vois, ce que tu touches. Il ne faut pas rester là, toujours rester dans les fictions. On vous dit d'occuper le terrain. Et c'est vous qui êtes là. Non, on est sur le terrain. Non. Mais vraiment, ça fait pitié. Quand je vous vois, je dis, mais quelles sont ces marionnettes politiques? Mais vous êtes tous des marionnettes politiques. Vous êtes des gens incompétents. Et vous voulez dire aux gens que vous êtes des politiciens. Pro-Gbagbo, Yako. Pro-Gbagbo. Depuis combien d'années? Pendant combien d'années vous allez encore dire non, on a été meurtri, on est encore blessé, nous sommes encore dans la douleur. Pendant combien d'années? 7 ans, douleur finit jamais. Attendez un truc comme un siècle. Comme ça, douleur va quitter dans vos cœurs, dans vos têtes. Comme vous ne voulez pas prendre conscience. Un garçon ne plaît pas trop. Est-ce que vous avez attendu? Un garçon, quand on dit vous dites, et vous dites, il ne plaît pas trop. C'est quelqu'un, il est sur ses lames et puis il avance. Mais vous êtes tous des faiblards, des fainéants. Vous êtes là à pleurer. Donc, essayons de voir. Je touche du bois. Mais si Gbagbo était mort dans le bouquin, c'était fini pour vous. Donc, parmi vous, là, il n'y a personne
pour prendre le relais, c'est ça. Parmi vous là, il n'y a pas un garçon qui a les couilles. Il n'y a pas un garçon qui peut diriger un combat. Il n'y a personne parmi vous. Si Gbagbo mourait là-bas, là, il n'y avait plus personne. C'était fini pour vous. Arrêtez de vous jouer les orphelins. Quand on est orphelin, on ne reste pas là toujours pour pleurer. Même si le père est toujours vivant, mais s'il n'a plus de force pour faire ce que tu peux faire, mais il faut prendre le relais. Vous allez pleurer pendant combien d'années? Et il n'y a personne parmi vous. Quand on vous dit les vérités, c'est vous qui êtes là. Non, non. Et bien, vous passez votre temps à insulter les gens. Arrêtez-moi vos conneries. Ce ne sont pas dans les injures que vous allez trouver des solutions. Ce sont dans les réflexions et le courage, la détermination et l'avancement. Vous passez votre temps à insulter les gens. Tu es ceci, tu es cela. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand Gbagbo arrivait, les salaires étaient bloqués. Quand il partait, les salaires étaient toujours bloqués. Aujourd'hui, les salaires sont débloqués. Je ne parle pas des politiciens, salaires des politiciens, mais je parle des salaires des gens. Quand Gbagbo arrivait, il n'y avait aucun pont à Bétier. Quand il partait, il n'y avait aucun pont à Bétier. Aujourd'hui, il y a un pont à Bétier. Là-bas, là, les gens, ils viennent de voir ce qui est un pont. C'est quoi un pont? 10 ans et demi de règne, 0 pont sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Ce sont que des paroles. Et vous allez nous dire quoi? Grâce à Gbagbo, grâce à... Il a apporté... Et attends, je vais finir de faire le bilan d'abord. Et on va maintenant dire, il a créé quoi? Qu'est-ce qu'il a créé même? On va poursuivre ça. Et on va se dire les vrais. Ouais. Quand Gbagbo arrivait, il y avait 3 ciméteries dans le pays. Quand il partait, il y en avait toujours 3. Aujourd'hui, il y en a 7. 7. On parlait de cimetière de... Je ne sais pas. Comment on appelle ça? Le quartier d'Abobo là. Où on enterrait Douk Saga. Non, cimenterie plutôt. Cimenterie, aujourd'hui, il y en a 7. C'est-à-dire les sociétés qui fabriquent les ciments. Il y en a 7 aujourd'hui. Donc, ça a créé des emplois pour la jeunesse ivoirienne. Et le ciment, un paquet de ciment, c'était tellement cher parce qu'il y en avait 3 sociétés. Aujourd'hui, il y en a 7. Tu fous la même et l'autre, il casse le prix et puis bon, les gens, ils peuvent construire. Il faut faire la compétitivité. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Excusez-moi. Voilà. On doit compétir dans ce domaine. Il ne faut pas rester là parce que quand il est venu, il a changé quoi même? Il a changé quoi? C'est qui émergeait sous le gouvernement de Laurent Gbagbo? C'était des groupuscules d'individus qui se nommaient les jeunes de la galaxie patriotique sous un autre nom, en créant des trucs, des cellules de parlement appelées Parlement et Agora. Ces jeunes-là, c'était des petits arnaqueurs qui connaissaient la faiblesse de Laurent Gbagbo. Ils faisaient cela pour se faire du pactole. Certains ne travaillaient pas. Il leur fallait tout simplement un truc, comme on appelle ça, un haut-parleur. Et puis les millions tombaient chaque fin du mois. Il te suffit de parler dans les rues, mentir à la jeunesse. Et puis chaque fin du mois, dans le palais présidentiel, on te compte les 5 millions, ça tombe dans tes poches et tu es riche. Ils ne payaient même pas de carburant dans le pays. C'est-à-dire, ils avaient même des bons. Arrivaient dans toutes les stations, ils enlevaient leurs bons et puis pouf, on leur servait du carburant comme ils voulaient. Ils étaient même véhiculés. L'État les avait même livré des véhicules dans lesquels ils se déplaçaient. La vie était rose de leur côté. Mais vous qui n'avez pas compris, vous qui donnez votre poitrine ou bien vos poitrines aujourd'hui, sachez une chose, ceux qui vous poussent sur ce terrain glissant, ce sont des gens qui ont bouffé avec Laurent Gbagbo. Ce sont des gens qui ont bénéficié des milliards de Laurent Gbagbo, de notre pays, parce que Laurent Gbagbo avait la facilité de leur partager de l'argent.
Il faisait de l'individualisme parce qu'il ne donnait pas tous les Ivoiriens, mais il donnait des gens, hein, quelques individus. C'est à eux qu'il donnait des millions. Et le peuple souffrait. Mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Le peuple souffrait. Et c'était malheureux. C'était mauvais. C'est déplorable. D'ailleurs, je condamne cela aujourd'hui. À ce temps, on n'était pas sur les réseaux sociaux. Sinon, si c'était avant, j'allais condamner cela. Mais aujourd'hui, nous avons la priorité et la chance d'avoir les réseaux sociaux. Donc, nous pouvons nous exprimer correctement pour faire attendre nos ras-le-bol que nous avons au fond de nos cœurs. Raison pour laquelle je viens ici devant cette caméra, comme je ne suis pas un hypocrite, je viens partager ce que je ressens au fond de moi et même les faits qui sont avérés sur le terrain. Si on dit Gbagbo échoué, il y a quoi de mal? On se dit la vérité. Je n'ai insulté personne, mais je dis les choses qui sont vérifiables et vérifiées. Il ne faut pas avoir la haine. Il ne faut pas avoir le mal au fond de ton cœur. Quand on dit, c'est comme un homme, on lui dit il est impuissant. Mais s'il reconnaît qu'il est impuissant, il est impuissant. Une femme qui ne sait pas faire l'amour, tu lui dis ma soeur, tu ne sais pas faire l'amour. Et puis elle reconnaît qu'elle ne sait pas faire l'amour, mais elle ne sait pas faire l'amour. Et au contraire, ça devrait même la pousser à aller s'améliorer pour dire c'est un défi. La prochaine fois, je dois prouver à celui-là que non, je suis meilleur. Donc quand on vous dénonce, cela devrait vous motiver. Pour dire, on va prouver à ces gens qui nous critiquent que nous sommes forts et que nous pouvons mieux faire que Ouattara. Et lancer le défi. C'est ça qu'on appelle la concurrence. Mais vous, quand on vous dit la vérité, et que votre gouvernement a été un échec pendant 10 ans et demi, parce que ce n'est pas en 2010 il a laissé le pouvoir, s'il vous plaît. Il a laissé le pouvoir en 2011. Donc si on dit que ça a été un échec, votre quinquennat n'a pas été un truc bénéfique aux Ivoiriens, mais reconnaissez au moins une fois cela. Ou bien l'ingratitude, ça fait quoi? Vous voulez être toujours ingrat. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas tout citer. Tout ce que les pro-Gbagbo peuvent nous dire aujourd'hui. Non, Gbagbo a mené le multipartisme. Mon œil. Eh mes frères, respectons-nous. C'était en quelle année? 91. En quelle année le mur de Berlin est tombé? C'est en 91. En quelle année l'URSS a chuté? C'est en 91. C'est cette même année-là qu'il y a eu le multipartisme. Parce que tout s'était écroulé. Donc ce n'était pas Laurent Gbagbo qui avait obligé Houphouët à avoir le multipartisme, s'il vous plaît. Le système mondial s'était écroulé. Quand le mur de Berlin est tombé, tout a changé dans le monde entier. C'est ça qui a été bénéfique aux Ivoiriens. Et c'est grâce à ce mur de Berlin qu'ils ont pu obtenir le multipartisme. S'il vous plaît. Il y a plusieurs trucs au système qui se sont écoulés cette année-là. L'année 91 a été un tournant dans l'histoire de l'humanité. S'il vous plaît. Ça a changé la politique mondiale. Ça a changé les données en Afrique, en Europe, en Amérique, même en Asie. Ça a changé tout. C'est ça qui avait permis aux Ivoiriens d'obtenir le multipartisme. Laurent Gbagbo était dans la lutte, dans l'opposition, ça faisait combien d'années? Pourquoi il ne gagnait pas le multipartisme? Et c'est l'année où le mur de Berlin tombe, c'est là la Côte d'Ivoire obtient le multipartisme. Et d'autres disent, c'est grâce à Laurent Gbagbo. N'importe quoi, ce n'est pas grâce à lui. Parce que si le mur de Berlin ne tombait pas, il ne pouvait jamais obtenir ce multipartisme. Jamais. Peut-être quand Houphouët allait mourir, c'est là le multipartisme allait arriver en Côte d'Ivoire. Mais remerciez le mur de Berlin, s'il vous plaît. Acclamez ça. C'est grâce à ce mur que les Ivoiriens ont connu le multipartisme. Donc on n'attribue pas ce truc-là à Laurent Gbagbo. Non. Ça fait combien d'années il était dans l'opposition? Pourquoi il ne gagnait pas le multipartisme? Pourquoi il n'avait pas gagné le multipartisme avant 91? Et si en 91 il gagne ça, c'est parce que le mur de Berlin s'est écroulé.
Et il fallait, le système mondial avait changé. Donc il fallait organiser des élections. C'est comme ça Houphouët a organisé pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire les élections. Et Laurent Gbagbo, il était dans l'opposition, il a participé. Voilà d'où on dit, d'où le multipartisme est quitté. Non, Gbagbo a envoyé le multipartisme. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Laurent Gbagbo n'était pas le seul opposant en Côte d'Ivoire à Houphouët. Il n'était pas le seul, il y avait des milliers d'opposants en Côte d'Ivoire. Les autres n'ont pas eu la chance. Ils sont morts tôt. Donc ils n'ont pas fait émerger leurs idées. Laurent Gbagbo, par contre, il est resté en vie. Raison pour laquelle les gens parlent de lui aujourd'hui. Les autres, ils n'ont pas eu cette chance. Ils sont morts tôt. Raison pour laquelle on ne parle plus d'eux. Il n'était pas le premier opposant. Et il ne sera pas le dernier opposant. Il y avait eu des opposants. Et ils sont morts. Pendant que lui aussi il était opposant, il y avait toujours des opposants. Mais avant d'obtenir le multipartisme, les autres opposants, ils étaient déjà morts. Et donc il n'y avait aucun opposant et le système mondial venait de s'effondrer. Il fallait organiser une élection. C'est là Gbagbo, il était le seul opposant, il est parti. Voilà pourquoi on lui attribue ce nom de truc. C'est lui qui a apporté la démocratie. Il n'a pas apporté la démocratie, mes frères. Participer à une élection ne veut pas dire apporter la démocratie, s'il vous plaît. Un dictateur peut organiser une élection, on participe à ça. Cela veut dire démocratie? Non. La démocratie, c'est la liberté de circulation, s'il vous plaît. La liberté d'expression. La liberté de jeunesse. Il y a plusieurs plans. Participer à une élection ne veut pas dire démocratie. Il y a des gens qui sont dictateurs, mais qui organisent des élections. Cela veut dire qu'ils sont démocrates. Parce que Gbagbo a participé à une élection, il a apporté la démocratie. Et lui qui a permis cela. Dites bel et bien que Houphouët a apporté la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Houphouët qui a permis à Gbagbo d'aller aux élections pour la première fois. Ce n'est pas Gbagbo qui a organisé les élections, c'est Houphouët. Donc lui, que le nom, celui à qui on pouvait attribuer ce nom, qui a apporté la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Houphouët. Parce que s'il n'ouvrait pas le débat et qu'il coinçait toujours le débat, Gbagbo allait passer où? Pour aller aux élections pour la première fois. Qui le finançait même? Si Houphouët ne reconnaissait pas le FPI, qui allait reconnaître? C'est parce que Houphouët à son temps, il a reconnu le FPI. Raison pour laquelle ils ont parlé de trucs comme multipartisme. Donc lui qui a reconnu là, non, vous ne lui attribuez plus le nom. Hein. C'est l'autre à qui ils ont eu pitié de lui. C'est à lui que vous attribuez ce nom. Vous êtes ingrat. C'est ça que je dis, le FPI. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas reconnaissantes. C'est comme ça, Blé Goudé, le jeune brillant, Charles Blé, le leader Charles Blé Goudé, le président qualifié du COJEP, a aidé Laurent Gbagbo dans les différentes manifestations à mobiliser la jeunesse ivoirienne pour le combat de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il est à la CPI à cause de ce même Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que d'autres disent? Et certains, ainsi que certaines, Blé Goudé est un traître. Voilà le remerciement des membres du FPI. Toujours, ils ne reconnaissent pas les bienfaits des autres. Ils vont toujours passer leur temps à accuser et s'attribuer des noms qui ne les appartiennent pas. Et c'est malheureux, c'est mauvais de la part des membres du FPI, s'il vous plaît. C'est malheureux de la part des membres. Ça, Laurent Gbagbo, il quittait le pouvoir. Il y a longtemps, il sautait même. Il sautait du pouvoir. Et aujourd'hui, vous le traitez de traître. Ça me fait mal. Ça me fait mal de traiter ce brillant garçon de traître. C'est comme ça Houphouët vous a permis d'aller aux élections. Houphouët, par sa gentillesse, il a pu reconnaître le FPI pour la première fois en Côte d'Ivoire pour dire ok, allons-y aux élections. Vous dites c'est Gbagbo qui a mené le multipartisme. Il avait quel pouvoir pour apporter le multipartisme en Côte d'Ivoire? Il avait quel pouvoir? Il avait quel dossier à sa disposition pour signer un dossier et reconnaître un parti politique pour apporter une démocratie dans un pays? Au contraire, c'est le PDCI qui a eu pitié du FPI. C'est le PDCI qui a reconnu le FPI
Donc si vous devez remercier des gens pour dire des gens sont démocrates, mais c'est plutôt Oufoué et son parti, le PDCI RDA. Voilà la conclusion finale. Donc cessez à partir d'aujourd'hui, je viens d'éclairer les Ivoiriens et les Ivoiriennes. À partir d'aujourd'hui, cessez de dire que Laurent Gbagbo a apporté la démocratie en Côte d'Ivoire. Jamais. Lui qui a apporté la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien son excellence Félix Houphouët-Boigny. Pour ne pas dire feu Félix Houphouët-Boigny. C'est lui, il est le seul et unique, parce que c'est lui qui était le président. C'est comme si aujourd'hui, Alassane est au pouvoir. Tu crées ton parti politique et tu peux en Côte d'Ivoire. Si Ouattara dit ne reconnaît pas ça, tu vas faire quoi? C'est lui qui est le dirigeant, c'est lui qui doit donner au ministre des Affaires intérieures de signer et reconnaître ce parti. Mais s'il refuse de signer, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est un échec. S'il a signé, c'est que c'est lui qui est démocrate. Donc aussi à son temps, Oufoué avait signé pour reconnaître le FPI, c'est que c'est Oufoué qui était démocrate, ce n'était pas Gbagbo. Alors, les gens se côté de trucs en démocratie. Le Parlement, il a apporté le multipartisme. Voilà les arguments des membres. Est-ce que c'est multipartisme, les gens ils mangent un? C'est le Parlement, les gens mangent. Il a créé ça, c'est quoi qui a changé en Côte d'Ivoire? C'est ça, quand il a créé ça, il n'y avait plus de chômeurs en Côte d'Ivoire. Il n'y avait plus d'insécurité en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Je pense que suite à ça, on a connu les résultats. Les morts par-ci, les morts par-là. La calamité. Le désespoir total. La famine. Déchets toxiques. Les pandémies qui étaient de l'autre côté. De gauche à droite, devant, derrière. Ivoiriens étaient enfermés. Ils ne savaient plus quoi faire. Ivoiriens priaient. Ils frappaient à toutes les portes. Résultat zéro. On ne pouvait même plus contrôler la FECI. Sous le gouvernement de Gbagbo, mais non, c'était le bordel. La FECI, non, c'était le bordel, mes frères. Oui, j'ai été élève et je sais ce que c'est que la FECI. SCT que vous appelez Sougou Trémé, il quittait même Abidjan pour aller semer la terreur dans la ville d'Abidjan. Un jour, s'il se rappelle, son cas a été cassé au rond-point de Divo. C'est-à-dire non loin de l'hôtel Nouna Palace. Son bus a été cassé, bousillé. Ah oui, s'il reconnaît, c'était les élèves du lycée moderne de Divo. C'est nous, on était là. Parce qu'il vient mater les élèves de Divo. Pourquoi? Il demandait de l'argent au maire de Divo, que le maire n'a qu'à payer. Lui, il a l'université à Abidjan et il vient taxer notre maire. Il sème la panique. Il nous fait sortir. Ils avaient des matraques. Ils étaient armés, des pistolets, des élèves armés. Les Sougou Trémé, je vous dis. Il était armé, lui et son groupe. Ils avaient porté des cagoules. STT, Sougou Trémé. Il y avait un même qui était à Divo, vers Conakry. Il s'appelait Akwekere. Il s'est joint à Sougou Trémé en train de semer le désordre. Moi, j'en faisais une année blanche. Et le gouvernement ivoirien ne parlait pas. C'était la calamité, le désordre. Il foutait la merde. Fais-ci, voya. Bara, l'air est chaud. On ne pouvait même plus fréquenter correctement. Et c'est ça qu'il a mis dans leur tête. Le banditisme éducationnel. C'est ça, il les a inculqués. C'est ça, si les élèves, ils sont nuls. Et ils progressent dans les injures. Mais voilà ce qui les enseignait. Parce qu'au moment où ils ont accordé une petite liberté au FPI de devenir un parti politique en Côte d'Ivoire, pour eux, c'était voilà, on t'a donné la main, tu veux prendre tout le corps. Laurent Gbagbo, il crée maintenant une branche armée appelée la FECI, qui devrait le soutenir. Voilà comment il crée le mouvement FECI. Les John Soro, les Blés, les Damana Picasso, voilà des gens maintenant, ils rentrent dans le système de FECI. Ils sèment là le désordre. Tout ça pour combattre Houphouët-Boigny. Ils passent maintenant par les élèves pour combattre Oufoué.
Quand lui ou fou, il y a un petit problème, c'est au blé, c'est au sorodium. Ce sont les Damana Picasso qui ça va dire ça. Que non, allez-y. Wow, ça se soulève. Bouh, c'est gâté. C'est gâté. Le vieux, il est mort là-dedans. Gbagbo l'a traumatisé avec son histoire de Fessi. Il a traumatisé le vieux et il perd la vie en 93. Il nous quitte. Bédier vient, même chose. Fessi allait encore tuer. Il passe par les Fessis pour faire des dégâts. On ne pouvait plus les maîtriser. Beaucoup ont fui les écoles à cause des membres de Fessi. Et je peux citer beaucoup, mais je m'arrête là. Il y avait un qui s'appelait Tourbillon, qui s'aimait la terreur. Il y avait des... Mais attendez, on ne pouvait pas maîtriser ces bandits. Ces bandits notoires qui se disaient des élèves. Voilà des élèves que Gbagbo utilisait. Quand ils ont au moins 9 sur 20, ils prennent le sifflet, ils paralysent les établissements. Parce que pourquoi ils ont eu 9? Mais mon frère, si tu ne bosses pas, tu vas avoir 9. S'ils ont eu 0, voilà, tout le monde doit avoir 0. L'examen doit être annulé. Parce que lui, le secrétaire général, la grenade, ou bien truc à Pékéré, ou Soukoutremé, ou Tourbillon, ils ont eu truc 0 sur 20, alors on doit annuler l'examen. Parce que pourquoi lui, le chef de la Fessi, et puis bon, on lui donne au moins 0. C'est inadmissible. Donc on doit annuler l'examen. C'est comme ça. Ils sont nuls. Ils refusent qu'on les rapatrie. Mais si tu n'as pas eu la moyenne, on doit te rapatrier. Les gens doivent pas... Non, on ne doit pas les rapatrier. Parce que eux, ils sont soutenus par Gbagbo. Et donc si on les rapatrie, leurs collègues ne doivent pas les laisser tomber. Ils vont paralyser l'école. Ça va être une année blanche. Pour cela, les éducateurs, je dis les proviseurs et tout ça, ils doivent s'attendre, et les directeurs des différents établissements, ils doivent s'attendre pour s'arranger et leur donner au moins 10 de moyenne, ou bien 9 à quelque chose pour leur permettre de redoubler. Et c'est comme ça, l'école ivoirienne était morte. L'école ivoirienne était morte. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez la Fessi qui est très... Non. Elle commence à se calmer petit à petit. Parce qu'elle sait que Gbagbo affaiblit. Le pays affaiblit. Et ceux qui voulaient, on les mate. Ils n'ont qu'à laisser nos enfants, ils n'ont qu'à laisser nos frères et sœurs aller paisiblement à l'école. On n'a pas besoin d'un groupe notoire qui se dit élève, qui se trouve dans les différents établissements pour paralyser l'avenir de nos enfants. Je suis contre. Et ça encore, le pays va dire, c'est normal. Ils sont là à revendiquer leurs droits. Quel droit? Nous, on était là-bas. Voilà ce que Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire. Voici, c'est en gros ce qu'il a apporté aux Ivoiriens. Des bandits. Il se cachait derrière les bandits pour foutre la merde. Pendant ce temps, il dit il aimait la Côte d'Ivoire. Il aimait la Côte d'Ivoire. Il adorait les Ivoiriens. Mais si tu adorais les Ivoiriens, pourquoi tu nous envoies des bandits dans les établissements qui sont même armés et incapables d'aller les désarmer? Ils foutaient la merde. Ils avaient les calaches. D'autres avaient les PA. Les policiers ne pouvaient pas aller là-bas parce que ce sont des bandits. Ils sont capables de tirer. Étant dans leurs états barbares, ils sont même, d'autres ils tiraient sur les corps habillés. Et puis, le gouvernement de Gbagbo ne peut pas les condamner. Parce qu'il sait que ce sont ces petits, ces bons petits, ces bons pions. Donc, les condamner, ça va encore gâter leur lien d'amitié. Donc, il les laissait faire. Et ils pensaient que, voilà, dans le pays, voilà, c'était eux. Ils étaient devenus les John Pololo de la Côte d'Ivoire. Les Ibok Boro de la Côte d'Ivoire, les Gora Montagne de la Côte d'Ivoire, les Rambo de la Côte d'Ivoire, les Zigueï de la Côte d'Ivoire. Ils foutaient la merde. Moi-même, je partais à l'école, mais j'en avais marre. J'en avais marre et quand je les voyais, ça m'énervait. Il y avait un directeur de notre école, son fils était Fessis. Il foutait la merde. Un jour, je lui ai dit, tu fais tes trucs. Quand tu vas partir au village, je vais dire ça, on va te limer. On va te limer, ou bien tu fais, on va créer des ennuis à ton père. Faut te mettre, parce que nous, il a compris. Je dis, tu fais tes conneries, je connais ton père, il est dans notre vie, c'est là-bas, il dort.
tu fais des trucs ou bien tu me menaces ici, là. Ton père aura des problèmes sérieux. Je lui ai dit, il s'est calmé. Il foutait trop la merde. On ne pouvait même plus le maîtriser. Parce que quand il voit les surcoups très maîtres, on ne pouvait plus. Je lui ai dit la vérité. Si tu veux faire tes conneries, il faut prendre ton père, enlève-le dans notre village. Sinon, s'il est là-bas, tu fais tout. Tes soeurs sont là-bas. Tout. Tes petits frères, tes petites soeurs, elles sont versées là-bas. Ton propre père, ta mère. Donc, il fait les bêtises. Eux aussi, ils vont assumer ça là-bas. Il s'est calmé. Hein, je ne jouais pas. Il s'est calmé parce qu'on avait marre. 1, 2, 3, il sifflait. Il foutait la merde. Personne ne va m'arrêter. Oui, notre secrétaire général, Soukou Tremetreme, il a contact avec le gouvernement. Personne. Et nous avons des bons contacts avec Soukou. Personne. Et si on veut, on va tabasser les éducateurs ici, les trucs, les proviseurs. Et ça me faisait mal. Je dis, voilà des gens, ils sont rien devenus encore. Il était en première. Eux, ils foutaient la merde. Un élève de première. Il n'a même pas encore eu le bac. Et il foutait la merde. J'en avais marre. J'ai dit, mais toi, c'est comment? À cause de toi, les gens, ils ne peuvent pas suivre papier tranquillement. Tu es ici, il faut te maîtriser. On se connaît, il faut te maîtriser, mon frère. Toi, tu ne te maîtrises pas. Mais on me blesse ici, là. Tes parents aussi, tu vas aller les soigner. Parce que si je dis à mes frères, à mes amis au village, mais tu les connais, tu sais comment ils réagissent. Il suffit de leur payer petit belin ou bien les liqueurs. Et puis c'est fini, à nous aller. Eux, ils s'en vont. Ils vont les tabasser correctement. Tu connais. Et il savait de quoi je lui parlais. Il s'est calmé. Il savait de quoi je lui parlais. Donc, voilà ce que Laurent Gbagbo avait créé dans le pays. Les malfrats notoires, appelés élèves, qui s'aimaient. La troupe. Et c'est ça. On dit non, j'aime mon peuple. Mais quand tu aimes ton peuple, tu ne peux même pas. Au peuple, tu ne peux pas permettre au peuple, et parmi le peuple, sélectionner des individus, les armer et les mettre dans les établissements, foutre la merde, bousiller l'éducation, parce que la richesse primaire, ou bien la richesse première d'un pays, c'est d'abord l'éducation. Parce qu'un pays mal éduqué, quelles que soient ses richesses, ne pourra jamais profiter de ses richesses. Il faudrait que cela soit clair. Il faut avoir tout. Si tu n'es pas éduqué, ils vont tout te voler. Parce que les arnaqueurs vont trop t'avoir. Raison pour laquelle on dit, je l'ai arnaqué, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Ils ne l'ont pas bien éduqué. Et quand tu n'es pas éduqué, tes richesses, ce sont des gens qui vont bouffer. Et toi, tu ne vas rien voir là-dedans. Parce que c'est comme si tes yeux sont fermés. Tu vois Dédé. La première richesse d'un pays, c'est l'éducation. Dès lors que l'éducation est bafouée, c'est que ce pays ne va rien devenir. Parce que c'est dans l'éducation qu'on peut développer un pays. C'est là-bas qu'on enseigne aux habitants d'un pays qu'il faut faire. Voici comment il faut faire. Voici. Mais un peuple qui n'est pas éduqué s'entretue. Un peuple mal éduqué s'entredéchire, se divise. Et voilà pourquoi sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, il y avait la division. Parce qu'il avait mal éduqué ses élèves et sa population. Il leur faisait croire que c'est dans la barbarie. C'est en prenant les armes qu'on prend tout et qu'on devient quelqu'un. Mais comment ils étaient payés? Juste quand tu quittes Abidjan, à l'université, et tu viens encaisser un maire. Toi, c'est qui? C'est toi qui l'as voté. Nous, on vote notre maire pour le mettre au pouvoir à Divo. Et c'est toi, tu quittes dans une... Mais pourquoi tu ne peux pas encaisser le maire de la commune des différentes communes d'Abidjan? Et tu viens à Abidjan. Tu vas à Divo pour encaisser notre maire. Pour ça, comme le maire il refuse, le maire même avait fui son domicile. Ils sont allés casser sa maison, paralyser toutes les écoles. Parce qu'il réclamait une certaine somme. Vous trouvez cela normal? Ce Soukou Tremetreme qui est au Canada, je parle de lui. Je le connais très bien. Je le connais. Son cas même, on avait cassé tout. Les vitres, on avait tout cassé. Parce qu'il foutait la merde, on avait marre. On prend 2 semaines, pas d'école. 3 semaines, pas d'école. Il envoyait des gens depuis Abidjan. Le jour, ça n'allait pas. Lui-même, il s'est déplacé pour venir. On dit, le voici. On va régler ça. Il a fui ce jour-là. Il a abandonné car ses amis l'ont pris, l'ont caché quelque part. C'était tellement... Parce que les élèves de divorce étaient révoltés contre lui, contre sa personne. Parce que ça faisait 3 semaines, il nous empêchait d'aller à l'école. Comme si c'est lui qui payait nos études. Aujourd'hui, il est au Canada. Peut-être il a compris que ce qu'il avait fait dans le passé, ce n'était pas bon.
Dieu merci. S'il a compris, je le remercie. Et je remercie Dieu. Et si beaucoup pouvaient comprendre, mais malheureusement, ils refusent de comprendre. Malheureusement, ils sont tarés. Malheureusement, et c'est malheureusement. Ils me demandent si je suis féticheur ou politicien. C'est quoi la politique et le fétichisme? Oh, mais vraiment, c'est pas par le cerveau on réfléchit pour faire la politique. C'est pas aussi par le cerveau on fait le fétichisme. Donc, il faut comprendre. Ou bien, le fétichisme, on prend le corps. C'est ce qui est ici, là. C'est ce qu'on prend. Ce qui est ici, là, c'est ça aussi on prend pour faire la politique. C'est dans ça on réfléchit. Donc, il faut comprendre. Je pense que tu as déjà obtenu ta réponse. Vous savez très bien ce que Ouattara a fait et est en train de faire. Donc, ici, devant cette caméra, je ne parle pas de qui a tué qui n'a pas tué qui. Mais je parle des faits. Qui a fait quoi pour l'évolution de la Côte d'Ivoire d'ailleurs. C'est sur ça que je me base. Je n'ai pas dit qui a tué le peuple ivoirien. Ça, c'est un autre débat. Mais qui est en train de faire quelque chose pour le développement de notre pays. Je n'ai pas dit qui met les gens en prison. Ça, c'est un autre débat. Raison pour laquelle, au début de mon intervention, je dis je ne suis pas d'accord avec Ouattara sur un point. Le fait d'attraper les gens pour les foutre en prison. Sur ça, je ne suis pas d'accord. Je suis contre cela. Et je ne peux pas soutenir Ouattara sur ce point-là, sur ce chemin. Le fait d'arrêter les gens et les foutre en prison, je ne peux pas le soutenir. Je vais dénoncer ça. Parce que je suis contre de voir mes homologues, mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, quelles que soient leurs ethnies, quelle que soit leur appartenance politique, je ne peux pas accepter qu'on fout un Ivoirien ou une Ivoirienne en tôle. Parce que être en tôle, ce n'est pas la liberté. Eh mes frères, la tôle, c'est la misère sur terre, c'est l'enfer, mes frères, mec. Est-ce que vous comprenez? Et je connais. Raison pour laquelle je refuse et je condamne cela. Moi, ma priorité, c'est de voir ceux qui sont en prison, les libérer. Oh bien, pour moi, voici ma vision. Si ceux qui sont en prison, je ne parle pas des politiciens, que ce soit les voyous ou autres, de la manière la Russie avait fait. La Russie a formé un centre de formation militaire pour les orphelins et les anciens prisonniers. Avant, je parle d'avant, je ne parle pas de maintenant. Tous ceux qui pouvaient faire des actions militaires pour diminuer le banditisme dans le pays. Voilà comment on fait. Parce qu'il y a un bandit que tu arrêtes, quelle que soit la prison qu'il va faire, quand il va sortir, s'il est en liberté comme ça, il va encore aller faire le banditisme. Donc il faut l'encadrer. Encadre le bandit, comme ça il n'a plus le courage d'aller braquer encore. Donc voici comment les Russes ont fait. Tous les anciens prisonniers, les loubas, les voyous, ils ont créé un centre, on les formait. C'est-à-dire, quand tu finis ta peine, on ne te libère pas. On dit, viens faire une formation militaire. Tu finis ta formation militaire, on dit, bon, tu as un travail. Directement, on t'envoie dans un truc, dans un camp militaire. Et tu es là-bas. On te donne une maison baillée. Voilà, tu as réussi. Donc, tu es là-bas, tu as un salaire chaque fin du mois. Et on te contrôle. L'État te contrôle parce que tu es militaire, tu es là-bas. Tu ne peux pas aller sortir, aller faire braquage. Quand tu sors, ce n'est pas plusieurs jours. Donc tu n'as pas le temps de te préparer à aller voler encore. On dit à telle heure, va, demain à telle heure, il faut être au camp. C'est ton service. Si tu n'es pas au camp et qu'on attend quelque chose, on sait que c'est toi. Directement, c'est que tu vas... La peine, ce n'est plus en prison légale, tu vas aller en prison militaire. On doit te mater là-bas. Et donc c'est comme ça la Russie avait fait à son temps pour diminuer le nombre de criminels et le nombre de voyous dans son pays. Et aussi les orphelins, on les a intégrés au sein de l'armée. Donc il y avait les militaires femmes et les militaires hommes. Et c'est comme ça ils ont lutté contre ça. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire ne pas faire le même système pour diminuer le banditisme? Par exemple les enfants microbes qu'on attrape, on peut les intégrer dans une armée. Vous dites, comme vous voulez faire la barbarie, l'armée est bien pour vous. Comme ça, s'il y a un problème, on vous amène au front. Vous allez régler ça là. Comme vous avez cet esprit d'agressivité, allez au front, allez au front. Comme ça, s'il y a un problème, on va vous amener au front. Au moins, vous avez déjà reçu une formation militaire. Et vous allez les dresser. Pour diminuer. Maintenant, Gbagbo n'a pas eu ce temps.
Il n'a pas eu ce temps. Des élèves qui avaient des armes, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Mais si ils sont dans une politique de débandade, je comprends. Je comprends pourquoi d'autres ont 30 ans, 40 ans, et puis ils ne posent même pas un débat. Tout ce qu'ils savent, ce sont les injures. Tout ce qu'ils savent, mec, imbécile, tu es maudit, tu vas voir, quand on va se croiser, je vais te montrer. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Étant élèves, ils avaient des armes. Et quelqu'un qui a arme, et en même temps un bic, pour ne pas dire un stylo, qu'est-ce qu'il va devenir? Il a un esprit criminel et un esprit papier. Tout est mélangé, ça donne autre chose. Il peut faire quoi encore? Il ne peut rien apporter à la société. C'est un élément très dangereux pour les autres. Et donc, ces gens, on devrait même les épargner. On devrait même les mettre à l'écart. Parce qu'ils sont un danger pour le peuple ivoirien. Je ne suis pas un vendu. Je dis la vérité. Parce qu'à un moment donné, on doit se dire les vérités. Ça fait combien d'années on vous parle? Ça fait combien d'années on vous parle et vous êtes têtu? Quand tu parles à ton enfant, tous les jours, et qu'il te désobéit, à un moment donné, il faut taper la main sur la table pour lui dire ce qu'il fait, tu n'es pas d'accord. Il faut lui dire les vérités. Et s'il continue, tu dis il faut partir. Là où il te plaît, parce que moi, tu ne suis pas mes éducations. Ce que je te demande, tu ne fais pas ça. Tu fous la merde. Et comme je ne veux pas de soucis, va là où tu peux rester. Si c'est avec tes amis, tu te sens à l'aise, va chez tes amis. Ah mais c'est ça, c'est clair. Donc quand on vous parle et que vous ne voulez pas écouter, vous voulez rester toujours des idiots. Oui, c'est nous. Vous voulez vous jouer les gaguerres. C'est nous, les John Pololo. Mais allez-y, continuez. Parce qu'on vous dit la vérité. Pourquoi on vous dit la vérité aujourd'hui? On vous dit la vérité parce que vous voulez montrer aux gens que c'est vous qui avez tout créé. Or, pourtant, vous n'avez rien créé en Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien apporté à la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous avez apporté, c'est la mort des Ivoiriens. Ah oui, vous avez apporté la mort, la division, la haine, les parlements agora qui, eux, à leur tour, ont créé des petits voleurs politiques. Voilà, parce que ces gens, ils ne travaillaient pas, ils profitaient de Laurent Gbagbo pour avoir des millions et des millions dans leur compte bancaire. Voici la situation, l'analyse. Tout l'argent que le port, l'aéroport, apportait à la Côte d'Ivoire, l'argent de cacao, parce que quand l'État vend le cacao à l'étranger, ce n'est pas tout l'argent que l'État donne aux Ivoiriens. Ils coupent les planteurs. Cet argent est parti où? C'était des milliards. Ils ont mis ça où? Ils ont pris ça même pour investir ça dans quoi? Ils ont investi ça dans quoi même? Parlement de trucs là, de Yamoussoukro là, ça a consommé combien de milliards d'ailleurs? Ça a consommé combien de milliards? Parce que 10 ans, ce sont des milliards qui sont entrés quand même. Il y avait des zones qui étaient contrôlées, il y avait de l'or. Certaines zones, il y avait de l'or. Manganèse, bauxite, fer, et j'en passe. Même il y avait, dans certains coins, il y avait du pétrole que les gens, ils extraient là-bas. Il y avait assez de business, les grandes entreprises qui payaient les taxes. Ces milliards sont partis où? Et même il y a un journal, si je me rappelle bien, notre voix qui a dit le FMI avait donné de l'argent. Mais le FMI avait donné de l'argent à Gbagbo. Où est-ce qu'il a mis ces milliards? Il a fait quoi avec? Il a fait quoi avec ces milliards? Faites un bilan. Est-ce que vous avez déjà fait un bilan pour nous dire ce que vous avez réalisé durant votre 10 ans? Avant d'aller aux élections, il fallait faire un bilan. Oui, pendant nos 10 ans qu'on a fait, voici ce qu'on a réalisé, voici. Pour prouver aux Ivoiriens. Rien. Je dis bien rien. Le monsieur, on sait par quelle voie il est venu au pouvoir. Il est mal venu au pouvoir parce que ça n'a pas été dans de bonnes conditions. Il y a eu d'abord affrontement et suite au sang. Il y a le sang des Ivoiriens qui est versé. Et Gbagbo, il est quitté, il a laissé le pouvoir dans une fausse condition. Il n'est pas quitté, il n'a pas laissé le pouvoir dans de bonnes conditions. Donc, Ouattara est venu au pouvoir mal, Gbagbo a laissé le pouvoir mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, les deux, lui, il a chuté mal, Ouattara est venu mal. Donc, les deux, tout ce que les deux ont fait, ce n'est pas bien sur ce côté-là, histoire de pouvoir. Mais qui a gouverné, qui a fait quelque chose,
qui a gouverné, qui n'a rien fait. Voilà, c'est ça, c'est là on doit orienter le débat. Ouattara, 6 ans, il a fait plus que Gbagbo. C'est 10 ans qu'il a fait. Gbagbo, d'ailleurs, il n'a pas pu maîtriser la sécurité. Son pouvoir, il n'a même pas pu sécuriser ça. Il a foutu la merde. Il était incapable de garantir la sécurité de tous les Ivoiriens. Incapable de stabiliser lui-même son pouvoir. Incapable de construire, de créer quelque chose pour donner du travail aux Ivoiriens. Incapable de faire quoi que ce soit. Il parlait. J'ai des projets. J'ai des projets. Mais tu as des projets, on ne voit pas tes projets. Oui, tu as des projets, c'est bien. Mais est-ce que tu poses les actes? C'est comme quelqu'un qui dit, ah, je connais ce métier, je suis puissant. Mais tu connais, nous, on n'a pas encore vu une réalisation. Et tu dis, tu maîtrises. Mais prouve-nous que tu maîtrises. Par exemple, moi, j'ai compris. Le jour où je vais faire truc, mais je vais faire une équipe avec des élèves scientifiques parce que moi, je sais faire les balles. Voilà. Les balles. Je peux faire toutes sortes de balles avec la nature. Je peux utiliser des plantes, c'est-à-dire la chimie, faire une composition et je fais des trucs. Voilà, je sais faire déjà des balles. Et donc aussi moi, je veux faire quelque chose avec des gens, je peux dire, bon, comme je connais déjà ce domaine, j'ai besoin de d'autres personnes qui peuvent m'aider à progresser et créer des bonnes choses, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire des bonnes armes, et moi, plus une équipe qui peut ensemble, eux, plus moi, on peut s'asseoir, fabriquer des bonnes balles, plus ceux qui seront conformes aux armes que les gens ils vont créer. Et comme ça, on va créer en tout cas nos propres armes en Côte d'Ivoire. Et moi, je peux le faire. Ah oui, en matière de trucs, de cartouches, mais je suis un expert. Ah oui, ceux qui sont dans mon village, ils savent de quoi je parle. Donc, ils savent de quoi je parle, s'il vous plaît. Mais ce truc, on ne prend pas ça pour aller n'importe comment. Voilà, ce sont des choses, tu gardes ça pour toi seul. Parce que si on te voit, tu fais ça, ils vont dire, eh, voilà quelqu'un qui fait ça, il faut le mettre en prison. Donc moi, je garde ça et puis tu ne peux pas montrer ça à n'importe qui parce que les gens, ils peuvent prendre ça pour aller faire, s'aimer, la terreur, aller braquer les voitures qui portent, qui transportent l'argent, aller faire n'importe quoi. Vous comprenez? Donc voici ce que je connais, par exemple, sur le plan scientifique et ce que je peux apporter à mon pays. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que Gbagbo a apporté? Il n'a rien apporté. Soyons concrets, honnêtes. Soyons reconnaissants à un moment donné. Soyons reconnaissants, mes frères. Les frérots, les papis, soyons reconnaissants quand même. La haine n'a pas son droit d'être. Parce que quand tu n'es pas à la hauteur, il faut reconnaître que ton ami est plus fort que toi. Il faut reconnaître. Reconnaître n'est pas un échec. Et ça peut te permettre de t'améliorer. Mais vous refusez de reconnaître que vous avez échoué. Ou bien vous aviez échoué plutôt. Et que maintenant, il est temps de se mettre ensemble, réfléchir comment faire. Mais non, messieurs ne veulent pas. Vraiment, Steve Biko, je le salue parce qu'il vient de comprendre. Il vient de comprendre qu'ils ont perdu assez de temps. Voilà 2020 qui arrive. Hein. Beaucoup commencent à comprendre. Et s'il a tenu ses propos, ça veut dire qu'il a parlé à Stéphane Kipré. Et Kipré, lui et Kipré, ils ont parlé pour dire, mon frère, rien n'avance. Histoire de Gogola, Babourien qui tombe dedans. Voilà son message qu'il vous envoie et vous ne comprenez pas. Histoire de dire, Babourien, allons faire un truc en meeting devant la CPI qui tombe dedans parce qu'ils ont compris que rien ne bouge. Ils ont passé tout le temps à aller défiler à la haie. Dans ces illimités, ils commencent à comprendre. Et vous allez voir, désormais, ils ne vont plus faire les sittings devant la CPI. Parce qu'ils vont s'organiser, se préparer pour 2020. Ils ont créé leur parti là, ce n'est pas pour aller danser bébé, c'est pour aller conquérir le pouvoir. Mais si le pays pense que c'est en dansant bébé qu'ils vont obtenir le pouvoir, tant pis pour vous. Mais beaucoup commencent à comprendre. Le COJEP a compris. L'UNG commence à comprendre. Et ils ont déjà compris parce que si Steve Biko a fait une vidéo pour parler de ça, c'est qu'il a parlé à son président du parti. Et c'est ensemble qu'ils ont trouvé que non, ils sont là à perdre le temps. Et que la libération de Gbagbo, personne ne sait. Sangaré, c'est qu'il tenait comme propos. Mais il vous mentait. Gbagbo ne va pas finir l'année. Il va être libre. Ça fait combien d'années? Mais ceux avec qui il avait signé des accords, des alliances,
qui comprennent aujourd'hui que non, ils ne savent pas quand est-ce que Gbagbo va être libéré. Donc, vous devez comprendre que Sangaré vous a menti pendant longtemps. Tous les propos qu'il tenait, pourquoi vous ne lui demandez pas? Sangaré, tu nous avais promis, mais on ne voit rien. Il avait même dit aux gens que non, avant même fin de l'année 2017, Gbagbo allait être en liberté. Mais on ne voit pas, il est toujours à la CPI. Demandez à Sangaré pourquoi il vous fait ces promesses. 2016, il a fait. Même 15, il a fait. 16, il a fait. 17, il a fait. Quand vous allez rentrer dans la nouvelle année 2018, ils vont dire, Gbagbo va sortir, il ne va pas terminer. Et toujours, vous êtes dans des illusions, dans des fictions. Eh, mes frères, regardez la réalité, regardez la face. Il ne s'agit pas de se faire des imaginations. On parle des faits, on regarde. Vous pensez que la CPI, c'est vos amusements parlement agora. Ce n'est pas ça. Il y a des vrais gars qui contrôlent la CPI. C'est pas ce que vous attendez dans vos fonds intérieurs que les autres ils vont comprendre. Chacun a sa nature. Il y a des gens, quand ils font palabre, ils n'aiment pas qu'on les sépare. Il y a des gens, quand ils font palabre, quand tu les sépares, ils quittent là. Il y a des gens, ils gardent la rancune. Il y a des gens qui laissent tout tomber. Donc, c'est pas parce que votre Gbagbo a gracié les gens que tout le monde va gracier les gens. Non, chacun a sa manière d'être. Chacun a sa nature. Donc, quand on vous demande de faire la diplomatie, non, est-ce que Gbagbo, ils avaient demandé pardon à Gbagbo, et puis, mais c'est lui qui voulait gracier les gens sans aucun pardon. Mais les autres, eux, ils ne sont pas dans vos bêtises. Chacun a sa nature, chacun a sa vision. Ouattara n'est pas Gbagbo, Gbagbo n'est pas Ouattara. Donc, si vous pensez, vous passez votre temps pour dire, Gbagbo a gracié les Ouattara, les Soro, est-ce que Ouattara fait la coubette? Pourquoi à notre temps, on doit faire la coubette? Hey! Gbagbo n'est pas Ouattara, Ouattara n'est pas Gbagbo. La vision de Gbagbo n'est pas la vision de Ouattara. Gbagbo et Ouattara n'ont pas les mêmes caractères, s'il vous plaît. Même parmi vous, il y a des gens qui peuvent laisser des situations tout de suite. Et il y a des gens qui ne laissent pas faire. C'est comme ça la nature. Il y a des gens, quand on leur fait quelque chose, ils ne veulent pas laisser tomber. Ils gardent ça. Lui là, le jour je vais. Et il y a des gens, tu leur fais du mal, tu leur demandes pardon. Et puis ça passe. Ou bien même tu ne demandes pas pardon. Eux-mêmes ils abandonnent. Ils disent, il faut laisser. Non, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ne laissent jamais faire. Donc, vous ne pouvez pas rester sur vos imaginations pour dire non, nous on ne peut jamais se couper. Pourquoi? Il doit faire ça. Non, lui il a sa nature. Il doit faire quoi? Parce que quoi? Est-ce que lui et toi, vous avez les mêmes natures? Jamais. Lui, il est né à part. Toi, tu es né à part. Il a été éduqué à sa manière. Tu as été éduqué à ta manière. Il a sa vision, tu as ta vision. Peut-être, si tu peux lui demander pardon, c'est là il va accepter. Mais lui aussi, il se dit, tant que tu ne viens pas, lui, il ne laisse pas. Que le jour, tu vas venir, c'est ce jour-là, il va parler affaire avec toi, c'est ce jour-là, il va te pardonner. Mais tant que tu ne viens pas, non, il ne te pardonnera jamais. Et il y a des gens comme ça. Donc, quand on vous parle et que vous êtes têtu, vous voulez vous jouer les trucs, les Rambo, les Chigori, les Vandam, ah mais restez là. Jouez-vous les Vandam. Vous allez toujours pleurer dans les rues. Gbagbo, Gbagbo. Ne travaillez pas. Hein. Ne travaillez pas. Criez. Gbagbo est milliardaire, mes frères. Il est milliardaire. Même si on le laisse, voilà ces filles qui vivent bien. Elles vivent le luxe. Si son propre beau est milliardaire, c'est pas lui le père même qui ne va pas être milliardaire. Parce que c'est le père, c'est le beau-père même qui a rendu le beau milliardaire. Si le beau-père a rendu le beau milliardaire, c'est que le beau même, c'est mort avec lui. Les enfants même, c'est mort avec eux. Michel Gbagbo, il est milliardaire, il ne faut pas, il va se jouer un truc. Non, faut pas, il va penser, il va vous faire croire que c'est son agent de professeur. Il a l'argent. Mais comme situation est compliquée, il ne veut pas montrer ce qu'il a. Il ne veut pas montrer. Donc il prend son salaire de professeur pour vivre un peu. Mais l'argent qu'il a, vous ne pouvez pas savoir. Les filles de Gbagbo, c'est mort avec elles. Si Nati Baba est milliardaire, Laurent Gbagbo c'est qu'il est milliardaire. Non, ils ont mené les enquêtes, ils n'ont pas vu l'argent. Mais si l'argent se trouve dans des mallettes, comment ils vont voir ça dans la banque? Si l'argent se trouve dans des valises, comment ils vont voir ça dans une banque? Mais ils n'ont pas attrapé Laurent Gbagbo et ses filles au bunker. Et si ses filles sont sorties à l'argent? Si les filles de Laurent Gbagbo sont sorties à l'argent, les collègues Katino, on ne les a pas attrapés sur place dans le bunker. Si ils sont sortis à les valises d'argent, qu'est-ce que vous en savez, vous? Non, ils n'ont pas. Mais vous pensez qu'il est gaou?
Il n'est pas un gaou. Gbagbo n'est pas un gaou. Il sait que l'affaire est compliquée. S'il met ça dans la banque, parce que les sanctions qui étaient sur lui, il sait que s'il met ça dans la banque, ils vont bloquer. Ou bien ils vont le dénoncer. Il connaît, il voit à la télé. On vous a dit, il est bête. Il met l'argent dans des mallettes, bien trucs dans les coffres, on met ça dans des voitures, il sort. Il demande aux gens de sortir avec ça. Les gens à qui il fait confiance. Il a lancé le pays, mais il a un cœur. Il sait que non, le jour où il sort, il est milliardaire, il s'en fout. C'est vous qui n'avez rien compris. Gbagbo n'a rien. Il n'a rien. Il est le seul président au monde qui n'a pas... Vous mentez, hein? Vous mentez, vous. Il n'a rien. Il a construit une maison à Biguin. Il a construit une maison dans son village. Il a construit à peu près des maisons partout. Il a aidé sa soeur à construire une école en allant à Trècheville. Vous comprenez? Quand vous dépassez la mosquée libanaise qui se trouve à Makori, vous dépassez le pont qui se trouve entre Makori et Trècheville. Quand vous partez un peu, voilà, je ne sais pas comment on appelle cette rue-là, rue Avenue quoi là. La soeur de Gbagbo a une école là-bas. C'est lui qui a financé sa soeur. Vous pensez que c'est un gaou, mais il est milliardaire, mes frères. Ses enfants sont des milliardaires. Passez votre temps à danser Gbagbo, ne cherchez pas pour vous. Quand il va sortir même de la prison, il ne va même pas aller, il ne peut même pas dépenser l'argent. Et c'est qui encore un truc comme... Il sait qu'il ne va plus devenir président en Côte d'Ivoire. Donc c'est là vous allez vous rendre compte que non, vous avez passé tout ce temps-là pour rien. Parce qu'il ne va plus venir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il est venu au pouvoir suite à un soutien des socialistes français, s'il vous plaît. Donc il sait que sans le soutien des socialistes français, il ne peut plus venir au pouvoir. Et vous attendez à ce qu'il sorte pour dire, bon, lui là, il n'a qu'à être le leader du pays. C'est là maintenant, vous allez, mais le président, si c'était le cas, mais pourquoi tu ne nous as pas dit depuis la CPI, on allait s'organiser, mais on a perdu tout le temps. Oh merde! C'est là vous allez vous arranger. Allez-y, vous lui dites, monsieur Laurent Gbagbo, tu es là-bas, tu ne vas plus venir au pouvoir. Nous là, on veut participer aux élections. Voilà. Parce que s'il fait là-bas, si c'est en 2020, on le libère, il ne peut plus venir au pouvoir. Il va dire non, suivez tel truc leader et pour aller aux élections. C'est là vous allez dire, mais père, si c'était le cas, pourquoi tu ne nous as pas dit vite? Comme ça, on allait s'organiser pour aller batailler, nettoyer le terrain, occuper le terrain. Mais tu allais dire ça et puis nous, on t'a attendu, on pensait que tu allais te présenter. Il va dire non. C'est là vous allez dire, oh, mais si on savait, merde, beaucoup seront déçus. C'est le moment. Parce que c'est ce qu'il va vous dire. Lui-même, il ne va pas aller se présenter, mes frères. Gbagbo ne reviendra plus au pouvoir. S'il sort de la prison, il va dire, suivez tel leader. C'est là vous allez dire, mais père, pourquoi tu ne nous as pas dit ça depuis longtemps? Comme ça, on allait s'organiser. Tu as perdu tout ce temps, on a perdu toutes ces années. Mais tu es mauvais. D'autres vont lui dire, il est mauvais. Je vous le jure. Attendez, les jours vont arriver. Ne vous organisez pas. C'est comme ça, il va vous décevoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez, tout simplement dans cette vidéo, c'était l'acte 2 pour dire Ouattara a fait des merveilles que Laurent Gbagbo donc a arrêté ça. Maintenant, en même temps, je profite pour dire à Ouattara, au président Ouattara, son excellence, monsieur Ouattara, j'ai parlé de son excellence, monsieur Laurent Gbagbo. Maintenant, je parle de son excellence, monsieur Ouattara. Eh Ouattara, tu es comme un père de la Côte d'Ivoire, donc on ne peut plus t'appeler excellence. Voilà, personne ne peut appeler son père excellence. On ne peut pas dire vous, on ne peut pas vous voir son père. Donc tu es comme le père de la nation, on va te tutoyer. C'est tellement clair. Voilà, parce que pour moi, je ne vois aucun mal là. Quand on dit oui, il est le président, c'est qu'il est le père du peuple. Donc on ne peut pas tutoyer, on ne peut pas vous voir son père. On le tutoie. Donc dans ce sens, en ce sens, je vais tutoyer le président ivoirien. Alassane, si tu sors du pays pour aller négocier, tu t'en vas chercher les opérateurs économiques, les investisseurs, tu t'en vas les chercher. Les contrats là, il faut bien négocier pour le peuple ivoirien. S'il te plaît, négocie bien pour le peuple ivoirien. Parce que tout ce que tu dois signer, ça doit être dans les intérêts du peuple ivoirien et non dans les intérêts des autres. Si on te propose 40%, il faut refuser ces contrats. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire, pour négocier, pour parler d'affaires d'abord là, on doit d'abord faire kiff-kiff. C'est-à-dire, 50% d'abord. Et maintenant, vous parlez des trucs d'affaires. Si tu dois les dépasser à un 5%, c'est-à-dire 55%, eux, ils ont 45%, ça peut nous arranger. Même si c'est pour aller au-dessus.
Mais ceux qui te parlent d'affaires, puis ils sont en dessous de 50 000, il faut les laisser. On ne veut pas. Tu dois négocier dans les intérêts des Ivoiriens. Parce que le peuple souffre. Beaucoup pleurent. On sait que, voilà, tu construis des choses. Tu construis des choses, mais les gens, ils pleurent. Donc, ceux qui pleurent pour essuyer les larmes, il faudrait que tu signes des contrats qui doivent aller dans les intérêts du peuple ivoirien. Et non dans les intérêts d'un autre peuple qui se trouve dans un autre monde, sur un autre continent. Jamais. Je condamne cela. Si tu quittes dans les autres pays, tu débarques à Bigué, on va ouvrir tes manettes pour fouiller là-dedans. Quels sont les contrats que tu as signés? Si on voit un contrat qui est en dessous de 50%, on prend les dossiers, taper ça sur ta tête, taper ça sur ton visage. Tes amis savent négocier contrat pour aller chercher un bon intérêt pour le peuple. Tu t'en vas signer des contrats, tu t'en vas chercher des gens qui doivent investir pour appauvrir ton peuple, pour signer le déclin de ton peuple, pour signer la famine de ton peuple. Et on va taper nos doigts sur ton nez, sur tes yeux, ton visage. C'est quel président tu es? On va te jeter dans la lagune, tu vas aller gouverner les dauphins là-bas. Est-ce que tu as compris? Voilà, c'était mon message de ce soir. Alors, ciao, ciao à tout le monde. Et sur le plan sécurité aussi, il faut revoir ce côté-là. Ces mutés-là, ils ne sont pas encore désarmés. Et ils sont capables de faire encore surface en 2018. Il faut revoir leur côté-là. Et ce Guillaume Soro, il faut t'occuper de lui, sincèrement. Parce que ce jeune, vraiment, il est comme une vipère. Il dort mais il ne dort pas. Il suffit de marcher sur sa queue et puis il te mord. Faites très attention à ce Guillaume. Il est calme là-bas mais il n'est pas calme. Il cherche une solution pour frapper très fort. Et la seconde fois, ça ne va plus être de la plaisanterie. C'est-à-dire ça sera le coup fatal. Il ne faut pas oublier ce Guillaume Soro. Il faut avoir l'œil sur lui. Ses mouvements. Et puis d'ailleurs, il faut l'empêcher de sortir du pays. Et je tiens à vous informer encore que Guillaume Soro et ses éléments ne peuvent plus sortir du pays, de la Côte d'Ivoire. C'est une information que je vous donne. Une information capitale. Voilà. Ils sont interdits de sortir du pays jusqu'en 2020. Donc, c'était une information que je vous donne. Même les chefs rebelles, Guillaume Soro, ses collaborateurs et tout ça, ils n'ont pas le droit de sortir de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2020. S'il vous plaît. Merci. C'était cette information que je tenais à vous donner. Ciao, ciao. Je suis de tout cœur avec vous. En ensemble, c'était l'incontournable bien compris.